Dans la vidéo précédente, je vous ai exposé les grandes lignes de mon hypothèse concernant l'impact de l'attentat des Champs-Élysées sur le premier tour de la présidentielle 2017. Dans cet épisode, je vais terminer mon hypothèse et je la confronterai au récit officiel des sondages. Et vous allez voir que plus on fouille, plus on remarque des éléments troublants. Pour ce qui est du visionnage, les conditions sont les mêmes que pour la précédente vidéo. Je vous conseille de la regarder sur ordinateur en résolution maximale et en plein écran, ou à défaut, de la diffuser sur une télé depuis votre smartphone. Et maintenant que vous êtes prêts, on va passer en mode diaporama pour le gros de la vidéo. C'est parti! Dans la précédente vidéo, vous avez pu constater un décalage entre mon hypothèse et les estimations des sondages concernant les derniers jours avant le vote du premier tour. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir à partir de quel moment mon hypothèse diffère du récit des sondages. Avant cela, petit rappel, j'ai démontré dans la précédente vidéo que Le Pen et Hamon ont bénéficié électoralement de l'attentat et que Le Pen et Hamon étaient surestimés par les sondeurs. Ensuite, mon hypothèse considère que l'attentat des Champs-Élysées a nui à Mélenchon et que juste avant l'attentat, Mélenchon avait profité de ces meetings hologrammes dans l'opinion publique. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux journées qui précèdent les meetings hologrammes en reprenant le graphique Wikipédia répertoriant toutes les estimations pour le premier tour. Et le premier à qui on va s'intéresser, c'est Benoît Hamon. La courbe d'Hamon est en vert foncé, composée à partir des estimations des sondages. La courbe de mon hypothèse pour Hamon est en pointillé tout à droite. Je sais qu'Hamon est surestimé. Et pour savoir depuis quand, j'ai cherché sur le graphique un signe distinctif parmi ses précédentes estimations. Je remarque une rupture dans sa courbe au niveau du 14 avril. Je matérialise cette rupture par un gros trait vertical. Avant ce trait de rupture, la moyenne des estimations d'Hamon forme une ligne descendante. Après ce trait, les estimations d'Hamon forment une ligne plane autour de 7,5 à 8%. Il suffit de masquer avant et après le trait avec votre main pour vous rendre compte de cette rupture dans la courbe d'Hamon. Et puis j'ai eu envie de savoir ce qu'aurait donné la courbe d'Hamon si elle avait continué de baisser au même rythme après le trait de rupture. J'ai donc simulé cette baisse continue en reprenant la pente sur les 10 jours précédant le trait de rupture. Et voilà ce que ça donne. Une baisse continue aboutit quasiment au niveau où serait Hamon selon mon hypothèse, c'est-à-dire à 6,5% juste avant les meetings hologrammes. Je ne crois pas au hasard. Et si j'ai vu juste, je sais maintenant depuis quand Hamon est surestimé, c'est-à-dire depuis le 14 avril. Néanmoins, cette intersection entre la baisse continue et mon hypothèse est peut-être un énorme coup de chance. Donc pour confirmer, je vais faire la même chose avec Le Pen et on va voir si le résultat est différent. Voici le haut du graphique. La courbe de Le Pen est en rose et mon hypothèse pour elle est tout à droite en rose pointillé. On retrouve le même trait de rupture que pour la courbe d'Hamon. On voit bien qu'avant ce trait, la courbe de Le Pen est en baisse continue et qu'après ce trait, la courbe moyenne de ces estimations est horizontale autour de 22,5%. J'ai matérialisé cette ligne plane par un trait blanc horizontal. Et là, je vais faire comme pour Hamon. Je simule une baisse continue de la courbe de Le Pen en la faisant partir 10 jours avant le trait de rupture. Comme pour Hamon, le résultat est sans appel. Une baisse continue aboutit quasiment au niveau où serait Le Pen juste avant les meetings hologrammes de Mélenchon, soit 21,5% d'après mon hypothèse. Non seulement il semblerait qu'Hamon et Le Pen baissent au même moment et de la même façon, mais en plus, je sais maintenant depuis quand ils sont surestimés. Et si j'ai vu juste, autant de coïncidences ne peuvent pas relever du hasard. Je le rappelle à nouveau, parce que c'est très important, le fait qu'Hamon et Le Pen soient surestimés, ce n'est pas dans mon hypothèse. Là, je suis en train d'expliquer comment ils se sont retrouvés surestimés par les sondeurs. Et le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'en ne voyant pas ces baisses, les sondeurs sont passés nettement à côté dans leurs estimations de cette dernière semaine de campagne. Après ce trait de rupture, les courbes de Le Pen et d'Hamon auraient donc dû continuer à baisser dans les mêmes proportions. Et forcément, s'il y a des baisses quelque part, il faut qu'il y ait des hausses autre part. Or, quand on regarde les courbes moyennes des estimations des candidats, elles sont toutes horizontales après ce trait de rupture. C'est les traits blancs continus. Mais qu'a-t-il pu bien se passer au moment de ce trait de rupture, vers les 13 et 14 avril, pour que tous les électorats se figent subitement? La réponse est simple, rien. Il ne s'est rien passé de notable dans l'actualité. Mais en réfléchissant bien, j'ai peut-être une idée sur pourquoi les courbes se sont toutes figées à ce moment-là. En haut du graphique, à l'approche du trait de rupture, on voit incontestablement un resserrement des courbes des 4 principaux candidats. Et ce jeudi 13 avril, Mélenchon et Fillon ont atteint à 2 reprises la fameuse barre des 20%. En 2017, à partir de ce seuil, l'opinion publique percevait ces candidats comme capables d'accéder au second tour. Fillon et Mélenchon n'étaient plus qu'à 2 ou 3 points de Macron et Le Pen, et avec une marge d'erreur elle aussi de 2 à 3 points, tous les scénarios devenaient possibles. Dès lors, le doute peut commencer à gagner les électeurs qui avaient choisi le vote utile, ceux qui avaient abandonné l'idée de voter Fillon pour se tourner vers Macron, et ceux qui avaient abandonné l'idée de voter Mélenchon pour se tourner vers Macron. Vous l'aurez compris, si les courbes avaient continué de se resserrer, le grand perdant, ça aurait été Macron. Et effectivement, le 13 avril 2017, l'IFOP sortait un sondage spécial Mélenchon. Dans ce sondage, Mélenchon était donné gagnant face à Le Pen, face à Fillon et surtout face à Macron. Gagnant de peu, 51%, mais gagnant quand même. Donc la vraie actu autour des 13 et 14 avril 2017, c'est celle-là. Un sondage qui donne Mélenchon gagnant dans tous les cas, et surtout un sondage qui donne Macron perdant pour la première fois. Et ça, c'est très important, car à 8 jours du premier tour, c'est un bien mauvais signe en termes de dynamique pour le candidat Macron. Hasard des sondages, c'est à partir de ce moment que les estimations des candidats se figent jusqu'à l'attentat. Les sondeurs ont-ils été trompés par leur marge d'erreur, ou est-ce pour une autre raison? Je l'ignore. Toujours est-il qu'on sait maintenant à partir de quel moment Le Pen et Hamon étaient surestimés. Maintenant que ce point est posé, je vais essayer de voir ce que donneraient les courbes des 3 candidats restants, Macron, Fillon et Mélenchon. Mais avant cela, petit éclaircissement sur les estimations encerclées en blanc, juste à droite du trait de rupture. Ces estimations sont assez différentes des autres estimations, notamment pour Fillon et Mélenchon. En effet, elles sont le fruit d'un institut indépendant. Et après réflexion, j'ai compris que si ces estimations différaient autant des autres sondeurs, c'est que cet institut indépendant n'avait pas pondéré correctement les résultats issus de ces sondages réalisés par Internet. Cela expliquerait pourquoi il surestime autant Mélenchon, dont les électeurs sont jeunes et très connectés, et à l'inverse, pourquoi il sous-estime autant Fillon, dont les électeurs utilisent moins les réseaux sociaux. Donc pour ne pas être influencé par ces estimations trompeuses, je vais les masquer en partie en les recouvrant d'un cache-noir. Autre point à noter, beaucoup des estimations de Fillon et Mélenchon, situées à droite du trait de rupture, se chevauchent, ce qui fait qu'on ne les voit pas toutes. Pour bien afficher toutes leurs estimations, je fais des demi-cercles aux couleurs des candidats. Voilà, le changement est assez subtil, mais il permet de voir toutes les estimations de ces 2 candidats. Notez au passage que cela concerne aussi 2 estimations de Le Pen et Macron. Maintenant, on va voir comment ont dû se passer les courbes de Fillon, Macron et Mélenchon. On commence par Fillon, courbe jaune. Après le trait de rupture,
la moyenne des estimations de Fillon est de 19,5%. Or, il est déjà à plusieurs reprises à 20% à l'approche de ce trait de rupture. Et on a vu également que l'attentat lui avait été légèrement défavorable. Donc, vu son score final, il devait être au minimum à 20,5% le 20 avril, pour ne pas dire 21%. Maintenant, passons à Mélenchon. Sa courbe est en bleu ciel. Mon hypothèse pour lui est tout à droite, en pointillé. Comme pour Fillon, il est déjà très haut au moment du trait de rupture. Mais on a vu il y a quelques minutes qu'Hamon était surestimé d'1 point avant les meetings hologrammes. J'estime en conséquence qu'avant le 20 avril, Mélenchon était 1 point plus haut que sa courbe moyenne au moment du trait de rupture. Je l'estime donc à environ 20% juste avant le 20 avril. Passons à Macron. Sa courbe est tout en haut en violet. On voit qu'avant le trait de rupture, il est en baisse et qu'après ce trait, la moyenne de ses estimations est de 24%, soit 1 point de plus que son niveau au moment du trait de rupture où il était estimé à 23%. A priori, il devait en réalité être stable à 23% jusqu'à l'attentat et aurait alors pris environ 1 point à cette occasion, atteignant ainsi 24% le jour du vote. Cette ultime hausse après l'attentat étant probablement due à sa position de favori dans les médias et les sondages. Résumons. Je sais maintenant depuis quand Hamon et Le Pen sont surestimés, ce qui permet de voir comment aurait évolué l'opinion publique selon mon hypothèse. On se rend ainsi compte qu'au 20 avril, juste avant l'attentat, c'était beaucoup plus serré que ce que nous en disaient les sondages entre les 4 premiers candidats. Mon hypothèse est maintenant posée, il ne me reste plus qu'à la démontrer. J'annonce que Mélenchon a largement profité de ces meetings hologrammes dans l'opinion publique avant d'en perdre tout le bénéfice suite à l'attentat des Champs-Élysées. Admettons. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace dans les sondages d'une percée de Mélenchon suite à ces fameux meetings. Pour expliquer cela, je vois 2 possibilités. La première est que les sondeurs ont été pris de court par la rapidité des événements. Ils n'auraient alors pas eu le temps de voir la montée de Mélenchon et auraient donc subi la situation. En effet, entre les meetings hologrammes et l'attentat, tout s'est passé en seulement 2 jours, ce qui peut paraître beaucoup trop court pour les sondages du lendemain et impossible à voir pour les sondages faits sur plusieurs jours. Pourtant, on va voir que cette possibilité favorable aux sondeurs est complètement fausse, car il y a une autre façon d'expliquer l'absence de la poussée de Mélenchon dans les sondages réalisés après ces meetings hologrammes. On va voir que les instituts de sondage ont tout simplement reporté d'1 jour leur publication, empêchant de fait toute visibilité de la hausse de Mélenchon. Voici une capture de la page Wikipédia consacrée au sondage de l'élection présidentielle 2017. C'est à partir des pourcentages de ce tableau qu'un contributeur Wikipédia a créé le graphique et les courbes vus dans la précédente vidéo. Inutile de nous attarder sur les estimations, ici ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne, celle indiquant les dates de réalisation des sondages. On va s'intéresser plus particulièrement aux sondages réalisés à partir du 19 avril. La raison est simple, la grande majorité de l'opinion publique n'a pris connaissance des meetings hologrammes que le 19 au soir devant le JT de 20h. Du coup, l'influence des meetings hologrammes n'est constatable par les sondages qu'à partir de ce moment-là. Je ne vais donc pas retenir les sondages Harris et BVA dont la réalisation s'est terminée avant que les meetings de Mélenchon n'aient eu le temps d'influencer l'opinion. Donc entre les meetings hologrammes et l'attentat, il ne reste plus que les sondages d'Elab, d'Ipsos et un sondage surprise. Et oui, petit scoop, j'ai retrouvé le sondage Odoxa du 20 avril. Vous savez, celui sorti de nulle part. Ici, au milieu, eh bien il existe vraiment. Quand on va sur le site web d'Odoxa, on remarque un sondage publié le 23 avril
et intitulé « Clé de compréhension du premier tour ». Ce sondage détaille en long et en large l'électorat et la participation, mais ne donne aucune estimation pour les candidats. Après tout, c'est normal, c'est un sondage publié le 23 avril, juste après les résultats. Alors pourquoi je vous parle de ce sondage ? Eh bien parce qu'il a été réalisé les 19 et 20 avril. Du coup, on sait d'où viennent les estimations du 20 avril présentes dans le sondage Odoxa du 21 avril. Je me demande alors pourquoi Odoxa n'a pas publié son sondage le 20 avril et a repoussé sa publication après les résultats du premier tour, sans les estimations, bien évidemment. Odoxa aurait-il publié les estimations du 20 avril s'il n'y avait pas eu d'attentat ? Et sinon, pourquoi faire un sondage si c'est pour ne pas le publier ? Bah oui, puisque visiblement, tout était prêt. Vous allez comprendre que ces questions sont très importantes, car lourdes de conséquences. Et ce n'est pas tout. Odoxa n'est pas le seul institut de sondage à avoir repoussé d'un jour la publication prévue pour le 20 avril. En effet, Elabe et Ipsos ont eux aussi réalisé leurs sondages les 19 et 20 avril, mais ne les ont publiés que le 21, soit après l'attentat des Champs-Élysées. Alors ça n'a l'air de rien, mais ne pas publier un sondage le jour où il a été réalisé, vous allez voir que ce n'est pas très courant. Mais alors quand cela concerne tous les sondages pour le même jour, c'est encore plus intéressant. Pour tirer au clair cette histoire de date de publication, j'ai adapté le tableau des sondages. D'abord, j'ai rajouté une ligne pour inclure le fameux sondage Odoxa du 20 avril, celui réalisé les 19 et 20 avril. Ensuite, j'ai remplacé la troisième colonne, la colonne échantillon, inutile pour ce qui nous intéresse. Je l'ai remplacée par les dates de publication des sondages. On constate que les sondages dont la réalisation se termine les 19 et 21 avril, tous ont été publiés le jour où ils ont été réalisés. Pour les 3 sondages réalisés le 17 avril, on en a quand même un, celui d'Elabe, qui est publié le jour même. Au total, sur les journées du 17, du 19 et du 21 avril, on a 7 sondages sur 9 qui ont été publiés le jour de leur réalisation. Comparativement, aucun des 3 sondages réalisés le 20 avril n'a été publié le jour même. Pourtant, parmi les sondages du 20 avril, il y a ceux d'Elabe et d'Odoxa, 2 sondeurs qui ont démontré leur capacité à publier un sondage le jour même. Elabe l'a fait le 17 et Odoxa l'a fait le 21 dans la nuit. Autre point intrigant concernant les dates de publication, les noms des fichiers des sondages Elabe et Ipsos du 20 avril. Regardez les barres d'adresse URL. Ils sont tous les deux marqués comme étant du 20 avril. Pour Elabe, la date est clairement indiquée comme étant du 20 avril. Pour Ipsos, en haut à droite, la mention 2004 signifie 2004, soit 20 avril. Après tout, c'est tout à fait logique, puisqu'ils ont tous les deux été réalisés les 19 et 20 avril, c'est indiqué à gauche pour Elabe et à droite pour Ipsos. Mais alors dans ce cas, pourquoi les sondages ont-ils été publiés un jour plus tard, le 21 avril ? C'est d'autant plus troublant qu'Ipsos, Elabe et Odoxa avaient une très bonne raison de publier leur sondage le 20 avril. Et oui, ce soir-là, hormis la venue d'un attentat que personne n'imagine, il y a un événement qui lui est prévu. Un événement que tout le monde attend et pour lequel les sondeurs auraient eu toutes les raisons de fournir des estimations de vote. Cet événement, c'est le 3e et dernier débat télévisé entre les 11 candidats à l'élection présidentielle 2017. Le dernier rendez-vous politique attendu et suivi avant le vote du premier tour. Publier un sondage juste avant ce débat aurait offert une forte visibilité aux instituts de sondage. Mais étonnamment, ni Ipsos, ni Elabe, ni Odoxa n'ont fourni d'estimation ce jour-là, alors que visiblement, au moins pour Odoxa, on sait que tout était prêt. L'autre sondeur qu'il est étonnant de ne pas avoir publié avant ce débat, c'est Ipsos. En effet, le débat a lieu sur France Télévisions,
et c'est ce média qui a commandé le sondage à Ipsos. Alors certes, les chaînes télé n'avaient pas diffusé de sondage avant les débats précédents, mais rien ne les en empêchait. D'ailleurs, du point de vue de l'audience, il aurait été dans l'intérêt de France 2 qu'Ipsos publie son sondage le 20 avril. Surtout si, comme je le suggère, le sondage du 20 avril avait été inédit avec un croisement des courbes, en l'occurrence avec la hausse et la deuxième place de Mélenchon. Alors pourquoi Ipsos n'a pas publié son sondage le 20 avril? Était-ce pour faire plaisir à son client France Télévisions ou était-ce pour une autre raison? Je l'ignore. Bref, pas de bol, les seuls sondages qui auraient pu aller dans le sens de mon hypothèse sont les seuls qui n'ont pas été publiés le jour même, comme cela est fait habituellement. Mais d'un autre côté, ce sont aussi les seuls sondages qui auraient pu contredire mon hypothèse et tout simplement l'invalider. En l'état, je me pose donc plusieurs questions. D'après mon hypothèse, ne pas publier de sondage le 20 avril, c'est ne pas faire apparaître une hausse de Mélenchon dans les intentions de vote. Elab, Ipsos et Odoxa ont-ils vu une hausse en faveur de Mélenchon suite à ces meetings hologrammes? Et si oui, ces trois sondeurs ont-ils alors décidé de ne pas publier les sondages favorables à Mélenchon au moment où arrivait le dernier débat télévisé? Et dans ce cas, quand pensaient-ils publier leurs sondages alors qu'ils ignoraient qu'un attentat allait se produire ce fameux soir du 20 avril, en plein pendant le débat télévisé? Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Par contre, je constate qu'Ipsos et Elab ont publié leurs sondages le 21 sans même préciser qu'ils étaient périmés du fait de l'attentat, ce qui ne fait pas très sérieux. Je ne vais donc pas m'arrêter sur ces sondages, je reviendrai sur ce point dans la conclusion. En revanche, je ne peux pas faire l'impasse sur le sondage Odoxa, qui lui prend en compte l'attentat. Donc maintenant, je vais confronter mon hypothèse au sondage d'Odoxa. J'ai démontré, d'après les résultats du premier tour, qu'Hamon et Le Pen avaient été surestimés par Odoxa. J'ai également démontré que cette surestimation d'Hamon et de Le Pen ne pouvait être qu'aux dépens de Mélenchon. Du coup, si on suit mon hypothèse, Odoxa devrait donner Mélenchon en baisse d'environ 2 points après l'attentat. Or, comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Donc soit Odoxa s'est trompé dans l'estimation de Mélenchon en date du 20 avril, soit Odoxa a falsifié l'estimation de Mélenchon à cette date. Et oui, la falsification de son sondage par Odoxa est indissociable de mon hypothèse. Évoquer comme je le fais une possible altération, donc une falsification volontaire, ça implique à la base une grande confiance du sondeur vis-à-vis de ses estimations d'origine. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je pense que les instituts de sondage ont acquis suffisamment d'expérience et d'expertise pour ajuster leurs calculs pendant une campagne électorale et ainsi parvenir à trouver des estimations plutôt fiables en toute fin de campagne. Donc si les sondeurs sont capables de voir précisément le niveau des candidats, alors ils sont aussi capables d'altérer leur propre sondage. En conséquence, vous comprenez pourquoi depuis le début de cette enquête, je privilégie les évolutions, colonne de droite, au pourcentage. En effet, si altérer une estimation est facile, altérer une évolution est plus délicat, car ça impacte la précédente estimation et la nouvelle estimation. Je vais donc continuer à me fier aux évolutions positives données par Odoxa, ici en vert à droite, que j'ai d'ailleurs certifié dans la précédente vidéo. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je me fie seulement à ces évolutions positives et pas aux évolutions négatives. Comme vous le voyez, la présentation du sondage rend difficile une lecture chronologique. Odoxa commençant par les estimations pour le 21 avril, puis par celles du 20 avril en deuxième colonne, et termine avec les évolutions. Je vais donc mettre un peu d'ordre dans tout ça pour en faciliter une lecture chronologique. Voilà qui est mieux, avec les estimations du 20 avril en première colonne, les estimations du 21 avril en troisième colonne,
et les variations entre les deux. À droite, j'ai rajouté les scores finaux des candidats au premier tour. Maintenant, je rajoute mon hypothèse. Alors je sais, il y a beaucoup d'informations, mais pas de panique, laissez-vous guider. Et si besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je ne vais d'ailleurs pas détailler l'ensemble de ce tableau, mais mentionner les points les plus importants. Je commence par la colonne 3. C'est une copie de la dernière colonne. C'est les scores obtenus au premier tour. Dans la colonne 2 se trouvent les variations inhérentes à mon hypothèse, les variations qu'on aurait vues s'il n'y avait pas eu d'altération des sondages. Enfin, la colonne numéro 1 qui contient les estimations liées à mon hypothèse en date du 20 avril. Les estimations qu'Odoxa aurait dû trouver pour le 20 avril. Dans cette colonne, on trouve donc, juste avant l'attentat, Mélenchon deuxième à environ 21,5%, devant Fillon et Le Pen, tous deux à environ 20,5%. Alors je précise tout de suite que le total de cette première colonne ne fait pas 100%, mais 99,5%. En effet, comme le montre mon hypothèse pour Marine Le Pen, il est difficile de tomber tout pile sur 100 quand on compare des résultats finaux arrondis à 0,1 près à des sondages arrondis à 0,5 près. Plus que la précision, l'important dans mon hypothèse est les tendances qui se dessinent. Pour bien marquer les différences entre mon hypothèse et Odoxa, je surligne les estimations de Le Pen et Hamon. Chez Odoxa, Hamon et Le Pen se trouvent largement surestimés par rapport à leur score final. Côté gauche, dans mon hypothèse, Hamon et Le Pen ont des estimations inférieures à celles d'Odoxa en date du 20 avril. J'utilise pourtant les mêmes variations, mais je suis parti de leur score final pour trouver leurs estimations en date du 20 avril. Pour rappel, mon hypothèse se base sur le fait qu'Hamon et Le Pen sont surestimés aux dépens de Mélenchon. J'indique donc Mélenchon en baisse de 2 points. C'est maintenant à Mélenchon que nous allons nous intéresser. Pour le 20 avril, on voit qu'il est 2 points plus haut dans mon hypothèse que dans l'estimation d'Odoxa, soit environ 21,5% chez moi et à 19,5% chez Odoxa. Mais si mon hypothèse est juste, pourquoi Odoxa aurait-il sous-estimé Mélenchon de 2 points en date du 20 avril? Eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais si Odoxa a enlevé environ 2 points à Mélenchon, c'est parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Explication. Imaginez un peu la situation. Imaginez la tête de Mélenchon si, conformément à mon hypothèse, il avait découvert dans le sondage publié le 21 avril qu'il avait été estimé à environ 21,5% la veille, le 20 avril, ce qui l'aurait mis en bonne position pour le second tour au jour du 20 avril et seulement au jour du 20 avril. Ensuite, imaginez sa tête voyant que dans la colonne juste à côté, il est indiqué en baisse d'environ 2 points suite à l'attentat, se retrouvant alors 4e et privé de second tour. Si vous ajoutez à cela que ce sondage du 20 avril est publié a posteriori, ce qui est assez inédit, et donc que Mélenchon n'a pas pu profiter de ce sondage le mettant deuxième à 21,5%, et qu'en plus on est à seulement 2 jours du vote, inutile de vous dire que Mélenchon et ses amis auraient crié au scandale et qu'ils auraient bien eu raison de le faire. Bref, dans son sondage du 21 avril, Odoxa ne pouvait raisonnablement pas mettre Mélenchon à 21,5% dans ses estimations pour le 20 avril. Ça ne serait pas passé. Odoxa aurait donc été contraint par la situation de retirer environ 2 points à Mélenchon. Seulement voilà, si vous enlevez 2 points quelque part, il faut forcément les mettre à un autre endroit. Et le seul moyen de cacher ces 2 points de baisse de Mélenchon, c'est d'attribuer cette baisse à d'autres candidats. Plus précisément, Odoxa aurait émietté la baisse de Mélenchon en autant de parts que la plus faible unité d'un sondage, soit 4 parts de 0,5 points. Odoxa aurait donc dilué la baisse de Mélenchon sur Macron, sur Mélenchon
sur Artaud et sur Lassalle. Et on voit là clairement la différence entre les colonnes 2 et 5, et donc comment Odoxa aurait pu altérer son sondage. Pour Mélenchon et Macron, c'est facile de leur retirer un demi-point, tellement ils en ont. Par contre, retirer 0,5 points à Lassalle ou à Artaud, ça se voit tout de suite. Quand on compare leurs estimations Odoxa du 21 avril, colonne 6, avec leur score du premier tour, on voit clairement qu'ils ont été baissés à tort par Odoxa. Et c'est comme ça qu'au lieu d'avoir Mélenchon en baisse de 2 points et les autres candidats stables en colonne 2, on se retrouve avec 4 candidats en baisse de 0,5 points, colonne 6. Au final, on comprend tout l'avantage pour Odoxa de ne pas avoir publié le sondage du 20 avril le jour même, mais de l'avoir publié a posteriori. En plus de passer sous silence la montée de Mélenchon, Odoxa a pu rectifier le sondage du 20 avril après coup et à sa guise. Le grand coup de chance pour Odoxa, c'est qu'entre l'attentat, l'attente pour le premier tour et le basculement immédiat sur le second tour, personne ne va s'arrêter sur ce sondage ni le comparer avec les résultats du premier tour. Comme dirait l'autre, ça passe. Mais si Odoxa a réellement altéré son sondage, alors les questions de tout à l'heure prennent une toute autre dimension. Pourquoi Odoxa n'a pas publié son sondage du 20 avril le jour même ? Bah oui, puisque tout était prêt. Dit autrement, Odoxa aurait-il publié les estimations du 20 avril s'il n'y avait pas eu d'attentat ? Et sinon, pourquoi faire un sondage si c'est pour ne pas le publier ? Si altération il y a eu, toutes ces questions sont encore plus importantes, et qui répond à ces questions apporterait un éclairage bienvenu sur cette toute fin de campagne présidentielle 2017. Alors vous pourriez me dire que si j'ai raison, les sondeurs auraient mieux fait de ne pas publier de sondage réalisé uniquement après l'attentat, Odoxa étant le seul concerné. L'avantage, c'est que personne n'aura eu vent de ce sondage du 20 avril. L'inconvénient, c'est que ne rien publier le lendemain d'un attentat, ça aurait été étonnant. Tout le monde aurait voulu connaître les effets d'un attentat commis juste avant un premier tour. En plus, aucune publication le jeudi ni le vendredi qui précède le premier tour, ça aurait paru plutôt curieux. Alors Odoxa aurait bien pu prétexter un manque de temps après l'attentat pour ne pas réaliser un sondage dans la nuit du 20 au 21 avril. Mais maintenant qu'il a prouvé le contraire, on sait que cela n'aurait pas été crédible. Donc la seule solution pour les sondeurs de ne pas faire apparaître la poussée de Mélenchon, c'était que l'un d'entre eux, en l'occurrence Odoxa, fasse un faux. Dans le prochain et dernier épisode, je conclurai mon hypothèse en répondant précisément à la fameuse question « Quel a été l'impact de l'attentat des Champs-Élysées sur le premier tour de la présidentielle 2017 ?» Enfin, je vous exposerai les graves enseignements révélés par cette enquête.